Bonjour. Toujours dans le cadre des déterminants de la croissance, on continue les théories de la croissance avec l'école de synthèse. Ici, on parlera du modèle de Solow. Selon Solow, la croissance est attribuée au montant du capital technique qui est investi, par exemple dans l'achat de machines, les équipements, les logiciels, infrastructures, entre autres. Lorsque l'investissement dépasse le montant de la dépréciation du capital existant, chaque travailleur dispose d'un équipement plus performant et peut produire davantage. Soulignons ici le fait que la dépréciation du capital renvoie ou elle est définie par la perte de la valeur du capital au fil du temps. Toutefois, lorsqu'on augmente les montants investis, la production augmente, mais de façon qui n'est pas proportionnelle. C'est le principe des rendements décroissants. À un certain moment, la production augmentera moins vite que les coûts qu'elle engendre, jusqu'au moment où elle cesse. Et c'est l'étape, la phase que Solow appelle l'état régulier. Pour remédier à ça, Solow propose de faire intervenir un autre facteur. Ce facteur est intitulé et nommé le progrès technique pour produire plus et expliquer la croissance à long terme. Il faut à un certain moment, puisqu'on a parlé plusieurs fois ou bien de la notion du progrès technique, il est grand temps de la définir. Le progrès technique, c'est l'amélioration des techniques qui sont utilisées dans le processus de production des biens et services. Un exemple, c'est le développement des technologies. Continuons avec les théories contemporaines. Et ici, on va parler de la théorie de la croissance endogène. Pour commencer, le modèle de Solow n'expliquait pas la croissance. Il ne faisait que signaler simplement que grâce au progrès technique, la croissance peut continuer dans le temps, peut perdurer. Pour les tenants de la théorie de la croissance endogène, le progrès technique ne tombe pas du ciel. La croissance est ainsi assimilée à un phénomène qui est auto-entretenu par l'accumulation de 4 facteurs principaux. Tout d'abord, le capital physique, qui est l'équipement dans lequel investit une entreprise pour la production de biens et de services. Le deuxième facteur, c'est l'intervention judicieuse de l'État, notamment par l'investissement dans les infrastructures, par exemple le capital public. Ce dernier correspond aux infrastructures de communication, de transport, entre autres. Le troisième facteur renvoie à la recherche et développement, ce qu'on appelle aussi l'innovation. C'est une activité à rendement croissant avec un coût d'appropriation minimal. C'est ce qu'on appelle aussi le progrès technique que nous venons de définir tout à l'heure. Et puis finalement, la connaissance, également appelée le capital humain. Ce dernier désigne l'ensemble des capacités et des compétences développées par les individus et qui accroissent leur efficacité productive. Et passons cinquièmement aux théories contemporaines. Ici, on va parler de l'école de la régulation. La théorie de la régulation est une théorie économique qui vise à expliquer le passage de la croissance à la crise. Les recherches se sont penchées sur l'étude des configurations institutionnelles qui permettent de surmonter les crises. Boyer introduit 5 formes institutionnelles, soit la monnaie, le rapport salarial, la concurrence, les modalités d'adhésion au régime international et l'État. Le mode de régulation désigne tout simplement l'ensemble des institutions qui permettent le développement et la stabilité de l'économie du marché. Le mode de régulation doit être mis en relation avec ce que Boyer appelle le régime d'accumulation, qui regroupe, pour une époque donnée, les mécanismes dominants à l'œuvre dans la croissance économique. En ce sens, les crises économiques majeures sont des crises de mutation entre une régulation ancienne qui ne permet plus la croissance économique et une nouvelle régulation qui permettra de résoudre les causes profondes de la crise.
Maintenant, nous allons passer aux analyses empiriques de la croissance. Alors, les analyses empiriques cherchent, d'une part, à rendre compte de la dimension historique de la croissance, et d'autre part, à revenir sur les facteurs influençant cette croissance. Donc, en quelque sorte, c'est une étude des différents facteurs qui déterminent, qui influencent la croissance, en revenant sur les événements historiques liés à celle-ci. On commence par les étapes de la croissance de Rostow. Rostow considérait que toutes les sociétés passent par les 5 phases suivantes. La société traditionnelle. La société traditionnelle, elle consacre une partie conséquente de ses ressources à l'agriculture. Par la même occasion, la civilisation agricole lui a imposé une structure sociale hiérarchisée dans laquelle les liens de la famille et de clan jouent un rôle primordial. Le centre du poids ici politique se trouve dans les régions entre les mains de ceux qui possèdent les terres, les propriétaires fonciers. La seconde étape est appelée la voie de transition pour les sociétés qui sont parvenues à créer les conditions nécessaires au décollage. Cette phase qui précède le démarrage, on l'a nommée ici pré-démarrage, d'un point de vue historique, elle est apparue en Europe occidentale à la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. La Grande-Bretagne a été le premier pays à réunir l'ensemble de ces conditions. Le progrès économique permet d'atteindre d'autres objectifs, par exemple, amélioration des conditions de vie, entre autres. Durant la phase du décollage ou de démarrage, la croissance devient une fonction normale de l'économie. D'une manière générale, la cause du démarrage ou du décollage est essentiellement d'ordre technique ou technologique. C'est le progrès technique dont on a parlé. La société entame une longue période de progrès soutenu, continu dans le temps. C'est la marche vers la maturité ou le progrès vers la maturité. L'économie se développe à un rythme important dans tous les secteurs. Le volume des investissements s'accroît, les industries lourdes cèdent progressivement leur place aux industries de machines-outils, aux industries électriques, chimiques, etc. Le commerce international se structure autour des spécialisations et de la division internationale du travail. La société renonce aux valeurs et aux institutions anciennes de manière à stimuler le processus de croissance. Et finalement, nous avons l'ère de la consommation de masse. La production de biens de consommation prospère. D'un point de vue historique, l'élément décisif serait l'apparition de l'automobile populaire à bon marché. Rostow situe le tournant entre 1913 et 1914, période durant laquelle Ford mit au point la première chaîne de montage de voitures aux États-Unis. Maintenant, nous allons passer à la présentation des travaux de Carré-Dubois et Malinvaud. Dans leur ouvrage abrégé de la croissance française, Carré, Dubois et Malinvaud ont montré qu'une partie significative de la croissance économique française s'expliquait non pas par l'augmentation des quantités de facteurs de production utilisés, mais par l'introduction du progrès technique, par exemple l'innovation. Alors que le taux de croissance de l'économie française avait été de 5,2 par an entre 1951 et 1973, les contributions des facteurs travail et capital étaient respectivement de 0,55% et 1,55%. Le progrès technique expliquait à lui seul plus de 3% de la croissance économique. En d'autres termes, le progrès technique joue un effet double ou un double rôle sur la croissance économique. Il stimule la demande
par la création de nouveaux biens et nouveaux besoins et l'amélioration des produits arrivés à maturité ou en déclin, et stimule aussi l'offre par l'amélioration de la production des équipements et une meilleure organisation du travail. Ce schéma résume l'essentiel des travaux de Carré-Dubois et Maninvaux. Passons maintenant à la présentation des travaux de Madison. Madison étudie la croissance et la productivité du travail sur une longue période, entre 1870 et 1998. Il distingue alors 5 grandes phases. La phase de la mise en place du capitalisme. Ici, l'Europe est une locomotive de la croissance mondiale. Elle réalise plus de la moitié de la croissance mondiale grâce à la révolution industrielle qui est apparue dans un premier temps en Angleterre. L'accélération de la croissance mondiale avec la deuxième révolution industrielle, par exemple avec l'invention du moteur à explosion, l'invention aussi de l'électricité, entre autres. La troisième phase, c'est le ralentissement de la croissance mondiale. Ici, les 2 guerres mondiales, entrecoupées par la crise de 1929, annulent les gains de productivité considérables réalisés grâce aux nouvelles méthodes d'organisation du travail, par exemple le taylorisme. Il y a aussi l'âge d'or de la croissance. C'est la période où la croissance mondiale est la plus forte. Ici, on parle des 30 glorieuses. Et puis, le retour à la normale, entre 1973 et 1998, considérée phase du ralentissement pour certaines économies, la croissance revient à son niveau observé depuis 2 siècles. Alors, de tout ce qu'on a vu pendant l'étude des différents facteurs influençant la croissance économique, on va résumer ici, donner une synthèse. Les facteurs de la croissance économique sont facteur travail, grâce à la croissance de la population active, l'amélioration aussi du niveau de qualification de la main-d'œuvre, et puis aussi le facteur capital, soit par l'augmentation du stock du capital fixe ou la modernisation perpétuelle des équipements.